Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire de patrimoine nucléaire et climat, consacré ce soir à la question des électro-intensifs. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Philippe Darmaillan. Bonsoir. Philippe Darmaillan, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes ancien président d'ArcelorMittal France, fondateur de France Industrie aux côtés de Philippe Varin, si je ne me trompe pas, et également membre de l'Académie des technologies. Avant de commencer le webinaire, M. Darmaillan, je vous demandais, on va dire en un court instant, de pouvoir vous présenter, s'il vous plaît. Oui, effectivement, je suis connu comme ancien président d'ArcelorMittal France, c'est comme ancien président de l'UIMM. J'ai en fait une carrière, toute ma carrière a été dans des commodités, dans la métallurgie et dans des entreprises électro-intensives. Donc j'ai été d'abord dans le nucléaire, comme patron de la fabrication du combustible au sein de FBFC, au sein de Framatome. Puis à Péchinet, où j'étais notamment patron de toute la division aéronautique. Et enfin, chez Aperam, dont j'ai été directeur général, Aperam étant le fabricant d'inox en France et en Belgique. Et puis, j'ai effectivement fini ma carrière comme président d'ArcelorMittal France. À côté de ça, j'ai une vocation plus patronale. Donc, j'ai été effectivement président de l'UIMM. J'ai, depuis grande partie de ma carrière, été convaincu de l'importance de l'industrie en France. Et donc, afin de contribuer au développement de l'industrie en France, j'ai progressivement piloté l'Alliance Industrie du Futur avec toute l'introduction de l'intelligence artificielle pour l'industrie. Puis, j'ai créé avec Philippe Varin France Industrie pour être le représentant vis-à-vis du gouvernement dans le cas de tous les plans qui ont été faits, France 2030, etc., de l'industrie. Nous avons piloté ensemble la décarbonation dans chacun de ces secteurs. Qu'est-ce que ça veut dire que de décarboner l'industrie du ciment, l'industrie de l'aluminium, l'industrie de l'acier? Et puis ensuite, j'ai pris l'UIMM pour m'occuper plus précisément du développement social. Et vous avez piloté 2 missions pour le gouvernement sur les conditions d'approvisionnement pour les industries électro-intensives. Effectivement, le gouvernement ne pouvant plus prendre McKinsey est allé chercher d'autres intervenants. Et donc, j'ai eu droit à beaucoup de ministres sur ces 2 missions depuis 2021. Donc, une mission d'abord pour voir comment on pouvait passer à la fin de l'ARENH, donc dans un scénario postérieur à 2026, une fois que l'ARENH sera finie. Et depuis plus récemment, une deuxième mission pour suivre l'avancement de la réforme ou de l'accord qui a lieu entre EDF et le gouvernement en novembre 2023. Bien, merci Philippe Darmaillan. Je vais directement rentrer dans le vif du sujet pour commencer, faire un peu de pédagogie. Que signifie être électro-intensif ou hyper-électro-intensif et quels sont les secteurs concernés? Électro-intensif, ça veut dire ce sont les entreprises qui ont pour lesquelles l'électricité représente une part très importante de leurs coûts et qui ont un engagement international extrêmement fort et donc une vulnérabilité à l'international extrêmement forte. Et il n'y a pas qu'un seul critère pour définir quelque chose d'électro-intensif. Vous avez un critère traditionnel qui est de dire que tous ceux qui ont 2,5 € par kilowattheure de valeur de coût d'électricité par rapport à la valeur ajoutée sont des électro-intensifs dès lors qu'ils ont plus de, je crois, 4% de leur chiffre d'affaires qui soit effectivement vulnérable à l'étranger. Vous avez d'autres définitions qui sont liées à la fiscalité. Moi, je retiens la dernière définition qui est dans la loi de finances 2025 qui définit 4 niveaux d'intensité de consommation pour le niveau d'assise sur l'énergie. Les HEI qui ont 13,5% de coût d'électricité dans les EI qui sont à 6,75%, c'est-à-dire 3 € le kilowattheure par rapport toujours à la valeur ajoutée. Ensuite, les électrosensibles qui sont à 1,5 € par kilowattheure et les grands consommateurs qui sont en dessous et qui sont uniquement sur des questions de volume. Donc ces questions sur l'électro-intensif, c'est-à-dire que c'est important qu'il n'y ait pas une seule définition. Il y a une définition française, une définition fiscale, je viens de le dire, il y a une définition en Europe sur la définition de
d'un autre critère qu'on va être appelé à aborder, qui est la compensation carbone indirecte. Mais finalement, le fond est qu'il y a bien des entreprises, notamment les entreprises de l'aluminium, du sodium, qui sont des HEI, donc qui ont un poids d'électricité extrêmement important et qui sont vulnérables sur un marché de commodité par rapport à des produits qui s'échangent partout dans le monde. Et derrière, il y a une autre catégorie qui vont être les électro-intensifs, comme l'acier, qui vont avoir un poids moindre, mais qui sont concernés aujourd'hui par ce sujet parce que ce sont des secteurs qui sont lancés dans une décarbonation. Et donc, si aujourd'hui ils ne sont pas HEI comme l'aluminium, ils le deviendront demain, moyennant des investissements extrêmement importants à réaliser, investissements qui ne peuvent pas se réaliser tant qu'ils n'ont pas un prix de l'électricité connu. Alors, on revient sur des industries qui sont donc très spécifiques. Et moi, j'ai une question, Philippe Balloin, c'est quelles sont les contraintes de marché de ces industries et de ces secteurs, mais précisément, quelles sont aussi leurs problématiques vis-à-vis de l'exposition à la concurrence internationale, notamment dans le cas de l'acier? Si on prend l'acier comme exemple, c'est simple. Il y a un concurrent très important qui représente la moitié de la production d'acier dans le monde, qui est la Chine. La Chine a une surcapacité extrêmement importante qui représente 100 millions de tonnes, c'est-à-dire à peu près la consommation européenne, qui est disponible pour aller se déverser sur le marché. Et ces produits, donc l'acier est une commodité, et donc dont le prix est très influencé par cette surcapacité au plan mondial. Donc il n'y a pas un marché français, un marché américain, il y a un marché mondial de l'acier, avec bien sûr ensuite des petits deltas de zones qui vont faire varier de quelques euros le prix par rapport. Mais les tendances sont des tendances mondiales. Quand le prix monte de l'acier en Chine, il monte en Europe, et quand il descend partout. Sont liées des places financières? Ça peut. Vous avez des produits qui sont cotés sur une place financière, l'aluminium. Vous avez d'autres qui ne le sont pas. L'acier ne l'est pas. Mais bien évidemment, il y a des chroniques de prix un peu partout qui font que le prix est généralement un prix mondial. Alors, on va s'intéresser très précisément à la problématique de l'aluminium dans l'ensemble de nos échanges, mais dit qu'il était très spécifique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut garantir une industrie compétitive de l'aluminium en France dans les conditions actuelles? Tout dépend du prix de l'électricité et des conditions dans lesquelles les deux usines qui existent en France pour produire de l'aluminium, donc des conditions dans lesquelles elles ont leur électricité. Grosso modo, si on prend quels sont les concurrents de l'aluminium, ça va être la Norvège, ça va être le Québec, ça va être la Russie. Ce sont des gens qui ont un accès à une électricité principalement hydraulique qui leur conduit à un prix de l'ordre de 30 à 35 euros le mégawattheure. Donc c'est ça les concurrents de l'aluminium français. Alors historiquement, l'aluminium en France a été fait à partir de barrages, lui aussi, et qui ont été construits dans les Alpes et dans les Pyrénées. La loi de 46, nationalisation, etc., a fait que tout ça s'est arrêté. Et donc, quand nous avons construit Aluminium Dunkerque avec Péchinet, c'est une usine qui a été baquée sur le nucléaire français. Avec le temps, est arrivé l'ARENH, est arrivé donc tout ce lien entre EDF et l'aluminium s'est arrêté. Et donc, aujourd'hui, l'aluminium est dépendant du prix de l'électricité, de ce qu'on appelle la boîte à outils, on va y revenir tout à l'heure, d'un certain nombre, d'une fiscalité plutôt favorable, d'une fiscalité, c'est pas une fiscalité, d'une participation au TURP qui va effectivement tenir compte de la permanence de consommation de l'aluminium, de différents critères d'interruptibilité dont l'aluminium bénéficie. Donc il y a toute une tarification pour l'aluminium. Et ce qui est fondamental, c'est que l'ensemble de cette tarification conduise à un prix qui soit un prix compétitif, donc de l'ordre de 30 à 35 euros le mégawattheure. Quand nous avions l'ARENH, on peut dire que grosso modo, ça a été le cas pour une partie, à condition qu'effectivement l'aluminium bénéficie d'une part un peu plus importante de l'ARENH, ce qu'ils réussissaient à faire bon an mal an. Grâce à la boîte à outils, grâce à tout ce que je viens de dire, l'aluminium était compétitif. Avec
un petit delta, c'est que la boîte à outils est rediscutée en loi de finances tous les ans. Donc il y avait, par rapport pour les actionnaires étrangers principalement d'Aluminium Dunkerque, il y avait en permanence un risque sur la viabilité de cette activité. Désormais, je voudrais qu'on s'intéresse rapidement à la trajectoire de décarbonation de la France, de l'Union européenne, dont on en parle beaucoup via la SNBC, la PPE3, etc., qui aujourd'hui on va dire, même surtout pour les industriels, double les besoins en électricité. Est-ce qu'aujourd'hui c'est viable sans cadre économique stable? Et je voudrais même que vous reveniez sur un autre point qui est le détail de ces secteurs, c'est-à-dire la réduction, que ce soit par hydrogène ou les fours électriques, etc., pour remplacer les hauts fourneaux. Au niveau industriel, la clé, si on veut aller sur les points les plus importants, la clé, c'est de rendre le processus de production de l'acier un processus neutre en carbone, et c'est lié, d'être capable d'avoir un hydrogène électrique compétitif. Donc un hydrogène par voie électrolytique qui soit compétitif au plan du marché. Pour l'acier, ça demande une première chose, c'est que le process qui va remplacer le haut fourneau soit viabilisé. On fait de l'acier depuis le 19e siècle et des tonnes d'ingénieurs qui sont passés sur ce process. Il faut arriver à avoir un processus alternatif qui va être aussi compétitif que ça. Donc ça veut dire qu'on va prendre effectivement le minerai de fer et avoir un passage d'hydrogène sur ce qu'on a même, ou de gaz naturel ou d'hydrogène sur ce minerai de fer pour le réduire. Et ensuite, ce minerai de fer réduit, on le met dans un four électrique, etc. Donc, on est, vous voyez, dans un processus complètement différent du processus actuel de haut fourneau, où on rajoute du carbone, on met tout ça en fusion, et ensuite, effectivement, on va être obligé de décarboner tout ça. Donc, le processus, la première brique pour décarboner, c'est effectivement une brique de compétitivité du nouveau process industriel. Là-dessus, ArcelorMittal, ThyssenKrupp, enfin les aciéristes travaillent là-dessus. Ils ont développé le process, ils l'ont fiabilisé, ils sont en train de le fiabiliser avec du gaz naturel. Et puis, bien sûr, en parallèle, ils vont le fiabiliser aussi avec de l'hydrogène. Mais dès lors qu'on va arriver sur un processus qui sera avec le gaz naturel cohérent en coût avec le processus actuel du haut fourneau, il va falloir s'occuper ensuite de la question de l'hydrogène. Comment est-ce qu'on peut avoir un hydrogène qui soit compétitif? Grosso modo, l'hydrogène à base de carbone, c'est quelque chose qui est à 1 euro le kilo, et à base d'électrolyse, on arrive aujourd'hui à 4 euros le kilo. Donc on a un delta très important de compétitivité sur la question de l'hydrogène. Et donc la question est de savoir comment est-ce qu'on peut rendre l'hydrogène compétitif. Si on élargit le sujet ensuite au plan mondial, à la limite, on pourrait dire si tout le monde passe sur un nouveau process, le prix de l'acier va enchérir pour tout le monde, les voitures seront un peu plus chères, le bâtiment sera un peu plus cher, mais grosso modo, il n'y aura pas de distorsion de concurrence. Or, on n'est pas dans ce cas. On n'est pas dans ce cas puisque l'Europe est le seul continent sur lequel les processus de décarbonation pour l'acier, mais ça va être pareil pour le ciment ou autre, se produisent. Donc, on est dans une situation dans laquelle le prix de marché mondial est un prix de marché à base des procédés carbone. Et nous, on arrive avec nos procédés bas carbone, voire propres, et il faut qu'on se concurrencie avec cela. Donc, il y a tout un lot de mécanismes qui ont été faits pour effectivement mettre les aciéristes européens dans une situation de concurrence équitable avec les autres. Donc, c'est là qu'on voit, vous me posiez la question sur les électro-intensifs, là, on voit le problème de l'acier. Non seulement l'acier européen est en face d'une surcapacité chinoise majeure, mais en plus, les Chinois sont en train d'utiliser les procédés anciens carbone pour établir le prix de vente au plan mondial
Et donc, bien évidemment, quand on va se pointer avec notre acier bas carbone, eh bien, on est face à un double déficit de compétitivité. Alors, les moyens qui ont été trouvés par le gouvernement, c'était d'abord de donner aux aciéristes européens des quotas gratuits. Mais les quotas gratuits, c'est vu par les écologistes comme étant des aides, des cadeaux, etc. Donc, ça ne va pas. Donc, ensuite, il y a eu une réflexion suivante qui a été de dire, bien, on va mettre un droit de douane supplémentaire, le MACF, pour tous ceux qui ne produisent pas de l'acier vert. Ça devrait arriver progressivement d'ici entre maintenant et 2030, je crois. Mais c'est relativement imparfait parce que entre un Chinois qui va vendre 10% de son acier en Europe, il va pouvoir faire un sacrifice sur le prix, alors qu'un Européen qui vend 60-70% de son acier sur l'Europe, lui, il a le surcoût, et il a le surcoût sur 70%. Donc, il reste un déficit. Et donc, on est dans cette situation aujourd'hui où les plans de décarbonation sont plus ou moins mis, non pas à l'arrêt, mais sous cocon, le temps que l'Europe arrive à débrouiller cette affaire de la concurrence. Je me souviens très bien d'un débat avec les ministres de l'Environnement qui disaient, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il faudrait que la vraie référence, ce soit la référence d'un acier vert et pas la référence d'un acier sale. Mais on n'arrive pas, au plan mondial, à avoir une unicité sur le prix du carbone. Et tant que le prix du carbone n'est pas cher, eh bien, il n'y a aucune incitation pour effectivement aller vers de l'acier vert. Est-ce que le marché européen n'est pas price maker? Le marché européen n'est pas price maker. Le marché européen est un des marchés, je vous dis, à 100 millions de tonnes sur 2 milliards de tonnes de production d'acier. Donc, on est loin du compte. Et le sujet fait partie des sujets majeurs aujourd'hui que nous avons pour avancer dans la décarbonation. Et donc justement, sur l'une des variables pour essayer d'instaurer de restaurer plutôt une compétitivité à ce secteur, c'était de jouer sur la variable et la compétitivité française par rapport au prix de l'électricité. Donc moi, je voulais revenir sur les conclusions des 2 rapports ou missions que vous avez pu effectuer pour le gouvernement français. Est-ce que vous pouvez rapidement nous faire un petit peu la genèse de ces rapports? Comme vous le savez, le prix de l'électricité en 2021-2022 est monté à des niveaux stratosphériques. Et donc, le syndicat, la Fédération des électro-intensifs, l'UNELEN, a effectivement mis devant les ministres le danger qu'il y a pour ces industries extractives, donc non seulement l'acier, mais également la chimie, également le ciment, le danger qu'il y a, puisque l'électricité a un poids important dans les coûts de ces électro-intensifs, ça veut dire derrière des plans de restructuration, des licenciements potentiels, etc. Et donc, l'idée est arrivée à ce moment-là, en 2021, que la solution était de faire avec les électro-intensifs des contrats de longue durée, 10, 15 ans, avec 2 intérêts. D'une part, de stabiliser ces secteurs qui sont, j'allais dire, des secteurs nourriciers pour l'ensemble de la production industrielle d'un pays. Mais en plus, ces contrats long terme avaient un autre but qui était de permettre la décarbonation. C'est-à-dire que les investissements nécessaires pour changer les process tels que je l'ai indiqué tout à l'heure, ces investissements ont besoin d'un prix de l'électricité connu de façon à pouvoir être financés, pouvoir avoir des calculs de rentabilité, convaincre les conseils d'administration, etc. Et donc, c'est dans ces deux idées que, en 2021, nous avons effectivement travaillé sur la capacité qu'aurait la France d'avoir, pour les électro-intensifs, des contrats de longue durée ou de très longue durée. Première question pour revenir justement sur l'un des premiers aspects du rapport, qui est sur l'Arenh. Est-ce que l'Arenh permet de stabiliser les coûts pour les électro-intensifs, en plus en s'inscrivant dans un contexte de volatilité des prix? Je vais faire mien les reproches faits notamment par EDF sur l'Arenh. L'Arenh est quoi? L'Arenh était une option gratuite donnée par EDF à tous les consommateurs et à tous les fournisseurs alternatifs pour décider si oui ou non, quel volume ils voulaient avoir dans la limite de 100 TWh à 42 €.
Et ça, ils décidaient ça en décembre. Ça veut dire que quand le prix s'est arrivé, le prix descend en dessous des 42 €, tous les clients ne prennent pas la reine, et EDF se retrouve sur les bras avec des quantités au dernier moment, et donc c'est une catastrophe pour EDF. Donc la reine est un système qui est un système, une option gratuite, ça n'existe pas. Ça n'existe que là, et c'est totalement anormal. Deuxième point, c'est qu'à partir du moment où vous dites à tous les consommateurs, vous pouvez avoir, dans la limite c'est à peu près 50% de vos besoins, vous pouvez avoir un prix à 42 €. Ça n'incite personne à aller sur le marché, et donc le marché reste un marché court terme. Et ensuite, tout le monde se plaint de dire, regardez, en Allemagne, ils sont capables d'acheter à 3 ans, à 4 ans, 2-3 ans plutôt. Et nous, en France, on est un marché spot qui est... Évidemment, c'est normal. Donc, le marché, à partir du moment où la France a accepté d'être dans un univers de marché avec l'Europe, qu'il y a en 1979 toute une réglementation sur la liberté des prix, etc., ça veut dire qu'en permanence, le prix régulé français de la reine va être comparé avec le prix du marché. Et donc, c'est un mécanisme qui ne peut pas fonctionner ou qui ne peut fonctionner qu'au détriment d'EDF, ou lorsque le prix commence à... Là, j'ai traité tout à l'heure le prix en dessous des 42, mais quand le prix commence à décoller, comme c'était en 2021-2022, on s'est retrouvé avec un gouvernement obligé d'agir, et donc obligé de demander à EDF de passer de 100 TWh au-dessus, et donc avec les hurlements que tout le monde a bien enregistrés. Donc, on était dans un système de régulation trop extrémiste, qui faisait porter à EDF un poids énorme, et qui avait un but, c'était d'amener les fournisseurs alternatifs à reprendre de la part de marché EDF. Bon, ce but a été relativement atteint. Je crois que l'industrie est passée à l'ordre de la part de marché d'EDF est passée à l'ordre de 40% sur les électro-intensifs. Mais grosso modo, on a vu les défaillances, c'est-à-dire qu'on a finalement créé un tas de fournisseurs alternatifs qui n'avaient pas les reins assez solides pour pouvoir fonctionner dans un univers de marché et sur lesquels qui n'avaient pas de backup solide. Et donc, on a vu un certain nombre de défaillances de fournisseurs alternatifs qui font quand même réfléchir. Donc voilà, donc pour moi, la reine est vraiment un système qu'il fallait arrêter. Je voudrais revenir, Philippe Darmanian, sur les grandes conclusions, justement, des 2 missions que vous avez rendues au gouvernement, et sur ce projet, cette vision que vous avez eue sur l'intégration verticale des industries électro-intensifs et hyper-électro-intensifs à la production d'électricité nucléaire, notamment. Plutôt que de revenir sur ce que j'ai préconisé, on va revenir sur l'accord de novembre 2023 entre EDF et le gouvernement, qui reprend grosso modo les principes auxquels je croyais que j'avais proposé. Qui reprenait en fait vos rapports. Ouais, enfin, c'est trop de dire ça. La ligne est effectivement la même. Qu'est-ce qui est important dans cet accord ? On va parler des CAPN, tout le monde est branché sur les CAPN. Pour moi, le plus important dans cet accord, c'est le fait qu'on veut donner de la profondeur au marché. C'est-à-dire que EDF s'engage à mettre sur le marché des volumes à 4-5 ans. C'est fondamental. Ça veut dire que tous les petits industriels, je ne parle pas des électro-intensifs, là, disons les électrosensibles, tous les petits industriels, les ETI, qui étaient habitués, qui étaient nourris à 42 €, stable. Il faut maintenant qu'ils comprennent qu'ils ont la capacité, si EDF donne de la profondeur au marché, d'anticiper par rapport à leur propre carnet de commandes, s'ils doivent être couverts spot, couverts à 1 an ou couverts à 5 ans. Prenons un exemple qui est un consommateur qui n'est ni électro-intensif ni petit. Prenez l'exemple de la SNCF, qui a des tarifs qui sont à 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Elle peut très bien calquer son contrat d'électricité sur son carnet de commandes et sur les engagements qu'elle a. Je prends la SNCF parce qu'il est facile, mais c'est exactement la même chose pour n'importe quelle entreprise. Chaque entreprise peut être amenée à effectivement... Alors, c'est un changement majeur par rapport à la règle. Et c'est un changement majeur qu'à mon avis, EDF a mal communiqué pour le moment, parce qu'EDF s'est engagé
à faire des offres avec la profondeur de marché sur d'abord 2024, puis maintenant 2025. On n'en a pas fait un critère de marché qui puisse convaincre l'ensemble des industriels que c'est maintenant la loi et que c'est comme ça que ça doit faire, et donc qu'ils doivent s'intéresser au marché et qu'ils doivent planifier en fonction de leur carnet de commandes. Je suis persuadé que les industriels en sont capables. Ils n'en sont pas habitués sur l'électricité, mais quand ils achètent l'aluminium, ils l'achètent comme ça. J'ai été patron de l'aéro chez Péchinet. Nous avions des contrats sur plusieurs années, 4-5 ans, et nous couvrions progressivement sur l'ensemble. Donc, c'est des choses qui existent. Et c'est des choses sur lesquelles l'ensemble des métallurgistes avec lesquels j'ai travaillé sont habitués à faire sur leurs appros de commodité. Il va falloir qu'ils apprennent ça sur l'électricité, et ça paraît extrêmement important que l'accord de 2023 donne cette possibilité à l'ensemble des industriels. Le deuxième point de l'accord de 2023, c'est le CAPN, c'est-à-dire de dire aux électro-intensifs, pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure, décarbonation, il faut des plans qui puissent permettre d'amortir ou de sécuriser ces grands investissements. Pour ces activités d'HEI qui sont extrêmement sensibles, il faut un prix de l'électricité qui soit stable et qui soit pas susceptible d'être revu tous les ans. Donc, le CAPN, EDF s'est engagé à proposer ce type de contrat de 10-15 ans à l'ensemble des électro-intensifs. Il me paraît important de dire que le type de contrat, ce n'est pas ce que j'ai mis dans mon rapport, c'est ce que EDF a rédigé dans une LOI qu'ils ont ensuite communiqué à chacun des clients sous réserve de confidentialité, etc., etc. C'est un système unique pour tous les électro-intensifs, conçu par EDF, et qui ensuite a été négocié et sur lequel on est aujourd'hui dans un état d'échec. Alors Philippe Darmel, je vais vous demander un petit peu de pédagogie pour revenir sur deux subtilités, c'est les CAPN et Excelsium. Vos deux missions revenaient justement sur Excelsium. Est-ce que vous pouvez justement un peu redéfinir les termes du sujet par rapport au CAPN, leur nature et également le cadre et les expériences tirées dans vos missions du cadre Excelsium? Oui, avant la fixation de l'ARENH, les mêmes électro-intensifs avaient voulu des contrats à long terme. Et donc, ils avaient voulu avoir un contrat sur une dizaine d'années, et ils ont créé donc un groupement, Excelsium, qui avait pour but, donc, qui devenait, entre guillemets, qui avait un volume de térawattheures tous les ans qui était attribué à un prix qui était défini à l'avance. Donc, ce contrat existe. Ce contrat existe et a fonctionné, bon an, mal an, depuis cette époque. Donc, aujourd'hui, la première chose que j'ai faite quand j'ai eu cette mission, ça a été effectivement de rencontrer les gens d'Excelsium pour voir ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. Ce qui a marché, et qui est fondamental même pour le CAPN aujourd'hui, c'est que ces contrats prévoient un accès au coût de l'énergie, moyennant le paiement d'une somme qu'ils appellent l'avance en tête, qui revient à capitaliser ou acheter un certain nombre de mégawatts. Ça revient à ça. Donc on est sur une intégration verticale, et donc Excelsium était parti sur ce principe. Et l'avance en tête, le fait qu'elle était payée par ce groupement, financée par ce groupement, dont aucun des actionnaires avait plus de 20%, chacun des actionnaires pouvait la déconsolider. C'est une raison fondamentale qui a expliqué le succès d'Excelsium. En revanche, les difficultés d'Excelsium, c'est que, Excelsium n'a pas été accepté par l'Europe en tant que contrat de participation industrielle. Donc Excelsium est vu par l'Europe comme un contrat commercial. Et donc se posent toutes les questions sur est-il normal que commercialement vous ayez un engagement des clients sur 15 ans? Est-il normal que, etc., etc. Et donc l'Europe a forcé Excelsium à modifier
la conception de son produit, dans lequel chacun des consommateurs pouvait se retirer au bout de 5 ans, etc. La fameuse clause de sortie. Oui. Et ça a conduit donc à changer ensuite la nature du prix, ça a conduit à des complexités. Et puis, disons-le, qui a conduit aussi EDF et le management d'Excelsior à des situations et des négociations parfois un peu pénibles. Donc, on est dans cette situation sur Excelsior. Dans le cadre de l'accord de novembre 2023, l'idée a été proposée par Excelsior de dire mais j'ai pas utilisé tous les térawattheures qui étaient sur lesquels l'Europe avait donné un accord. Donc, on pourrait faire un Excelsior 2 avec les mêmes, qui reprend ça, il reste 8 ans. Ben pour ces 8 ans, faisons un contrat de 8 ans sur Excelsior qui soit à peu près dans les mêmes termes. Donc, on vend un ruban, on vend pas de la capacité, c'est un contrat commercial, etc. Et c'est d'une nature différente du CAPN. Car pour le CAPN, l'accord de 2023 ambitionne que ce soit non pas un contrat commercial, mais un contrat de participation industrielle. Et c'est-à-dire, quelles sont donc ces implications pour les électro-intensifs dans le cadre de ces CAPN? Ben, grosso modo, ça veut dire que là, clairement, c'est une intégration verticale. C'est-à-dire que les consommateurs achètent du mégawatt et vont recevoir du mégawattheure. Et cela se fait, comme le dit EDF dans sa LOI, at risk, at cost. C'est-à-dire le consommateur va payer ce que ça coûte et le consommateur va prendre le risque s'il n'y a pas de production. Ou, éventuellement, il aura une réduction si EDF passe de 360 TWh à 400, voilà. Donc, on est vraiment dans un contrat dans lequel, comme la sidérurgie a pu acheter des mines de fer pour stabiliser son risque et réduire son risque sur une partie de sa consommation, et bien là, pour 50% max de leur consommation, les électriciens peuvent acheter du mégawatt, recevoir du mégawattheure en contrepartie, at risk, at cost. C'est à part l'orientation marché globale dont j'ai parlé au début, c'est cela, l'accord de 2023, qui est un point fondamental et qui permet de faire que les électro-intensifs sont capables de surfer sur les aléas du futur dans le cadre de leur programme de décarbonation ou dans le cadre de leur programme de viabilité. Et ces CAPN, je voudrais votre avis sur leur compétitivité, ce qui permet d'avoir un accès stable et à un prix compétitif au mix nucléaire hydraulique. Pour être franc, je n'ai jamais regardé l'hydraulique, sauf depuis quelques semaines. Parce que la situation de l'hydraulique en France est d'une très grande complexité dans la relation avec l'Europe. Donc, bien sûr, sur les principes, l'hydraulique, surtout l'hydraulique en base, est plus adapté à ce que nous voulons faire que le nucléaire. Il y a moins de variations ou des variations mieux anticipables, sur lesquelles on peut mieux anticiper. Donc, les concurrents de l'aluminium sont tous à base d'hydraulique ou quasiment. Donc, on pourrait effectivement rêver. Et d'ailleurs, beaucoup d'électro-intensifs ont cherché à voir avec EDF ou Engie dans quelle mesure il était possible d'avoir ce type de contrat. Ça a toujours été refusé. Pour EDF, la grande raison étant tant qu'il y a l'AREN, il n'est pas possible d'avoir des contrats à long terme, point à la ligne. Et ça réduisait, ça fermait la plupart des discussions. Aujourd'hui, on pourrait effectivement ouvrir la question de l'hydraulique. Un examen, pour le moment assez sommaire, qui a été fait, montre que ça demande quand même beaucoup d'écriture et beaucoup de changements dans les règles vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de la loi française, puisque la plupart des concessions hydrauliques aujourd'hui sont échues, continuent à fonctionner sur les traces du passé. Donc, on a arrêté les horloges, quoi. Et donc, il faut remettre tout ça en place va prendre énormément d'efforts qui viennent se rajouter sur la question de la compétitivité globale sur le problème que nous avons aujourd'hui sur le CAPN nucléaire. Donc,
Je pense qu'il est toujours plus intelligent de finaliser la discussion sur le CAPN nucléaire que d'aller rêver à l'hydraulique pour le moment. Alors justement, sur la conclusion de ces accords entre les électro-intensifs par l'Uniden et EDF, on a vu qu'il y avait certains blocages ces derniers mois. Est-ce que, selon vous, c'est une question de gouvernance, de prix ou de structure contractuelle ? D'abord, ils mènent ces négociations indépendamment les uns des autres, donc je n'ai pas forcément l'ensemble des réponses à cela. Ce qui me paraît clair, c'est que dans la tête de tous les intervenants, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'on est dans une intégration verticale, c'est pas forcément rentré dans les têtes. Autrement dit, il est quand même étonnant de voir que nous avons eu multiples allers-retours entre les négociants, les offres de prix. On a eu des offres de prix d'EDF. EDF a dit le prix va être à tant. Alors que si on avait appliqué la LOI telle qu'elle est, on aurait regardé quelle était la réalité des coûts. Donc, quels sont les coûts du combustible, quels sont les frais fixes d'EDF, et ensuite la discussion se serait finalisée ensuite sur quelle est la marge que EDF espère en tant que gestionnaire de cette électricité. Donc, on aurait limité le sujet à un certain nombre d'euros et donc on n'aurait pas eu les variations, les discussions qu'il y a eu aujourd'hui entre, d'une part, les négociateurs, l'État qui forcément s'y est intéressé parce que il y a une question de chômage et une fermeture d'usine par là qui viennent très vite derrière. Donc, il est normal que l'État s'y intéresse. Mais aussi, il y a une habitude de tout ce milieu français qui est que, on ne tape pas dans la main du voisin, on va voir à Bercy si c'est, etc., etc. Et donc, je pense qu'il y a aujourd'hui quelque chose d'important à faire, de reprendre le sujet à la base, sur la base de la LOI, de voir quels sont les coûts, dans quelle mesure ces coûts sont compétitifs, et puis d'y aller sur cette base-là. Donc, des fourchettes ont été élaborées à la fois par la chimie, par France Industrie. EDF a effectivement donné aussi d'autres fourchettes. Pour le moment, il y a un écart entre ces fourchettes. Et je crois qu'il faut repartir à la base de la LOI pour essayer de régler ce problème si cela est possible. Parmi tous les chiffres évoqués, il y a souvent le chiffre des 50 € de mégawattheure qui revient pour les électro-intensifs. Est-ce réaliste déjà dans le cadre actuel selon vous? Et éventuellement, faudrait-il faire des ajustements réglementaires ou juridiques pour sécuriser ce niveau de prix? Non, bon, je crois que la compétitivité d'EDF est là. On est sur le parc des centrales existantes. Tous les chiffres auxquels j'ai eu accès montrent que si on définit clairement de quoi on parle, il y a matière à un accord. Donc, je suis assez confiant sur le fait. Je pense qu'on a un problème de méthode, mais qu'on doit pouvoir y arriver. Philippe Darmagnan, vous parliez de l'intervention de la Commission européenne, de l'intervention de l'État français par le ministère de l'économie et des finances. Petite question, vous parliez tout à l'heure de boîte à outils. Je voudrais que vous définissiez ce que c'est cette boîte à outils. La boîte à outils, c'est ce qui a été trouvé pour effectivement donner un coup de pouce aux électro-intensifs, à la fois sur l'interruptibilité, la possibilité d'effacement, de leur donner et de monnayer l'effacement, qui représente quelques euros par mégawattheure. C'est pas énorme, mais c'est important quand même. Et puis, le phénomène majeur, c'est ce qu'on appelle la compensation carbone indirecte, c'est-à-dire une capacité pour les électro-intensifs de récupérer une partie du coût du carbone qui est inclus dans le prix de l'électricité. C'est une boîte à outils qui existe au niveau européen, avec malheureusement des critères, elle est moins favorable pour la France que pour l'Allemagne, mais grosso modo, elle reste quand même très importante. C'est une boîte à outils qui devrait s'effacer, au moins la compensation carbone indirecte devrait s'effacer en 2030. Et donc, nous avons un problème majeur d'anticiper cela. Pour le moment, c'est un dossier au point mort. EDF le fait remarquer constamment.
à la limite, l'enjeu des 20 € de compensation indirecte est plus important que le delta qu'il y a entre les négociateurs sur les CAPN. Ils ont raison. Et donc, c'est un sujet qu'il faut effectivement traiter extrêmement rapidement. Donc, pour vous, c'est la principale priorité à maintenir à l'horizon 2030 de cette boîte à outils? Oui, je pense que le montant de la boîte à outils, d'une façon ou d'une autre, doit être pérennisé. Alors que ce montant soit sous forme d'une réduction qui passe en loi de finances, ça c'est une possibilité. Est-ce qu'il y a d'autres façons qui permettent de... Qu'est-ce qu'elle cherche à faire, cette boîte à outils? Elle cherche à valoriser le produit vert. Ça revient toujours à ça. Donc est-ce qu'on peut utiliser ça par un mécanisme soit qui va forcer les consommateurs à acheter un pourcentage de produits verts et donc permettre de passer aux consommateurs une partie de ce surcoût, c'est une des possibilités. Mais bon, c'est un sujet qui doit être effectivement traité. Je ne dis pas qu'il est essentiellement, il se traduira uniquement par la pérennité de cette compensation carbone indirecte. Je dis qu'il faut trouver une solution. Bien, merci beaucoup Philippe Darmaillan. Désormais, nous allons passer aux questions de la boîte à questions que vous nous avez posées. Alors, première question, Philippe Darmaillan. Les électro-intensifs français ont-ils eu, comme les fournisseurs alternatifs, un accès direct à l'Arenh à 42 € le mégawattheure? À quelles conditions d'accès? Au-dessus d'un seuil de consommation annuelle pour tout ou une partie de leur consommation? Oui, pour une partie de leur consommation, c'était normalement dans les 50% de tête. Donc, c'est pour une partie de leur consommation. Mais ils ont eu accès, comme les fournisseurs alternatifs, et puis ils ont eu accès aussi au volume qu'EDF a vendu à ce prix-là pour ne pas perdre complètement toute sa part de marché, bien sûr. Alors, autre question, Philippe Darmaillan, un peu plus d'actualité sur la PPE 3. Considérez-vous que la PPE 3, dans sa version actuelle ou en projet, répond suffisamment aux exigences de compétitivité et de prévisibilité du secteur industriel français? Je pense que le problème actuel de l'électricité, il est le poids excessif que la France a mis sur les ENR pendant des années et des années et des années. Les subventions qui sont attribuées à ce secteur, qui fait que nous sommes dans un état du réseau, de fragilité du réseau qui est énorme. On a vu ce qui s'est passé en Espagne. Est-ce que c'est dû à ça? On commence à avoir un certain nombre d'idées, mais disons que dernière fois que j'ai vu Luc Rémont, une de ses préoccupations, c'était celle-là. C'était la fragilité du réseau, le fait qu'il est obligé de limiter de façon excessive le nucléaire pour permettre aux ENR de produire quand elles peuvent produire. Donc c'est un sujet majeur. Et la PPE, elle en rajoute, puisque fort des centrales nucléaires qui sont prévues, et c'est bien, elle prévoit de décupler tout ce qui est dans l'ENR. Donc la question, elle est, à mon avis, pour la France, de revenir au marché pour les ENR, c'est-à-dire de voir dans quelle mesure les CAPN ENR, qui sont des PPA, qui partout ailleurs sont des PPA privés, dans lesquels les gens prennent leurs risques, à la fois le producteur et puis le consommateur. Eh bien, comment est-ce que ces PPA privés, voir si ces PPA privés sont compétitifs ou non. Donc, le sujet de la France, c'est que le surpoids, les aides qui sont données sur les ENR conduisent et vont conduire à une catastrophe. Justement, je voudrais rentrer un peu plus dans ce détail des catastrophes. Quels seraient, selon vous, les impacts pour les sites industriels français si ces arbitrages énergétiques tardaient à se concrétiser? Les sites industriels français, ils ont besoin d'une électricité en base. Donc, ils ont besoin que le nucléaire produise. Et que le nucléaire ne produise pas à 360 TWh, mais produise au maximum. Yes. Avec Anne Lauvergeon, elle met dans son dernier bouquin, dans lequel elle montre que l'ensemble des réacteurs américains sont à 90% de taux de fonctionnement et qu'en France, on est à 65%.
Voilà le problème majeur. Et donc effectivement, les ENR sont vus comme importants par tous ceux qui ont besoin de produits verts et de produits qui aient le bon label. Il faut que le nucléaire ait ce label, définitivement, et pas seulement sur un certain nombre d'applications industrielles, pour que ça puisse avancer. Donc le sujet des ENR aujourd'hui, je suis pas en train de dire que les ENR ne servent à rien et doivent être évités. Ce que je dis, c'est que la subvention qui est accordée depuis trop d'années sur les ENR fait qu'on est aujourd'hui dans un système, et la baisse de la consommation qu'on a vécue fait qu'on est aujourd'hui dans un système instable et fragile. Et c'est ça, il faut y traiter. Alors, peut-être va-t-on dire, le stockage va permettre de régler ça, etc., etc. Il y a sûrement des voies pour avancer, mais si on prend la situation à l'instant T, je pense que c'est le point majeur de faiblesse de la PPE3 qui est en train d'être bâtie. Une petite question sur Excelsium. Pourquoi n'avez-vous pas renégocié avec EDF un nouveau contrat Excelsium? Où en est la phase 2? Ben si, j'en ai parlé tout à l'heure. On a mis sur la table un contrat Excelsium 2 qui est sur 8 ans, qui est un contrat en ruban, et pour lequel Bernard Fontana a dit au Sénat ou à l'Assemblée nationale qu'il regarderait favorablement le développement de ce contrat Excelsium 2. Donc oui, je pense que pour donner de l'optimisme aussi sur le CAPN, Bernard Fontana a clairement dit dans les 2 auditions qu'il a eues qu'il voulait travailler ces sujets de nouveau et ouvrir, je ne sais plus exactement les mots qu'il a dit, mais ouvrir une porte de discussion pour pouvoir éventuellement conclure positivement. Autre question, est-ce que les électro-intensifs et surtout les hyper-électro-intensifs seraient prêts à investir conjointement avec EDF sur les nouvelles tranches EPR2 en France? Je crois que c'est un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour. Le sujet du programme nucléaire futur est un sujet sur lequel l'État est complètement impliqué, d'après ce que je vois, et sur lequel EDF sera soutenu, mais un dispositif de CFD sera probablement imaginé. Quelle sera la contribution qui sera demandée aux électro-intensifs? Je n'en sais rien aujourd'hui, mais franchement, la priorité est le CAPN. Si on n'arrive pas à boucler le CAPN, on n'arrivera pas forcément à boucler la suite. Autre question, le récent blackout en Espagne et au Portugal a eu le mérite de mettre en évidence le danger du développement excessif d'énergie intermittente non pilotable. Il conforte la position très critique prise par l'Académie des sciences sur la PPE3. Pensez-vous que les pouvoirs publics ont enfin pris conscience de ce danger et vont infléchir leur politique? J'en ai parlé tout à l'heure, je crois que j'ai rien de plus à dire. Je pense que le point important, c'est qu'il faut corriger le système animé par RTE sur les soutiens aux ENR. Il faut pousser un mode de fonctionnement des appels à producteurs qui permettent d'avoir un nucléaire qui est favorisé au niveau des volumes. Et c'est ça que les électro-intensifs attendent. Et à mon avis, c'est ça que le marché attend aussi. Dernière question de la boîte à questions. L'État semble aujourd'hui affaibli face à la Commission européenne dans la négociation de cette fameuse boîte à outils. Que faudrait-il faire selon vous pour renforcer ses capacités de négociation et éviter un démantèlement implicite de l'ensemble de ces mécanismes? Ah, ça c'est une bonne question, mais c'est des choses que j'en ai vécues dans l'acier assez fréquemment. Si la France y va seule, elle n'aura rien. Donc, il faut créer des alliances avec les pays allemands, espagnols. Et en général, quand l'Allemagne et la France ensemble veulent quelque chose, ils l'obtiennent. Est-ce que c'est porté aujourd'hui? Est-ce que c'est créé, ces alliances sont faites? Oui, il y a des discussions, mais on n'est pas encore dans une phase sur la question de la boîte à outils, on n'est pas encore dans une phase opérationnelle. Parce qu'il y a trop de... Actuellement, on est dans une phase dans laquelle on veut monter ce programme nucléaire futur, dans lequel on veut clarifier la question de post-ARENH. Donc, il y a des gros dossiers il y a la PPE3 qui est en train de discuter. Donc, les équipes, elles bossent, hein. Elles sont un peu au four au moulin. Donc, je pense pas que la question de la négociation
voire de la conception du système futur de la compensation carbone indirecte soit sur la table actuellement. Bien, merci beaucoup Philippe Darmarian. Désormais, nous allons passer à la dernière partie de ce webinaire, qui sont vos questions. Donc, nous attendons vos questions en direct. Alors, première question, Philippe Darmarian. Comment peut-on envisager une compétitivité de l'hydrogène qui n'est pas une énergie disponible, mais un vecteur énergétique coûteux à fabriquer et, sauf erreur, majoritairement à partir d'électricité pour qu'il soit bas carbone? Qu'en pensez-vous? Je pense que l'hydrogène doit devenir un HEI, un hautement électro-intensif au sens de la réglementation ou des réglementations. Donc, il faut leur appliquer des aides au niveau de la fiscalité, de la boîte à outils, et il faut un prix de l'électricité qui soit un prix compétitif. Et surtout, il faut un prix du carbone qui soit effectivement aussi compétitif au sens qui effectivement obère un petit peu le coût de l'hydrogène carboné. Quand on fait les calculs, si vous prenez un gaz qui est très cher, ce qui pourrait arriver dans le scénario futur, à partir du moment où toute l'Europe est focalisée sur le gaz russe, si on a un gaz qui est à 30-40 euros le mégawattheure, on trouve des compétitivités pour l'hydrogène qui sont possibles à condition qu'il y ait effectivement toutes ces aides. Ce qui fait peur aujourd'hui, c'est les volumes. On parle dans les plans, si tous les plans de décarbonation de l'industrie se font, on a besoin de quoi? De 50 TWh. 50 TWh sur rien que pour l'hydrogène. Donc c'est majeur. C'est majeur. Et donc c'est une source de financement, d'investissement d'abord, et puis ensuite une source de risque si jamais le prix le gaz est compétitif, qui fera que on sort de l'épure. Donc il y a un problème hydrogène, et c'est dans ce sens-là que la stratégie hydrogène de la France aurait pu se porter mieux. On avait plus d'ambition que ce que l'on fait aujourd'hui. Et vous finissez cette description un peu triste par le fait que, en plus, les électrolyses ont des problèmes industriels à régler, et que pour aujourd'hui, j'ai eu le sentiment que c'était une des priorités. Autre question sur le statut d'électro-intensif et son extension. Les GAFA investissent dans la production d'électricité, notamment sur des projets de SMR aujourd'hui, car il y a de gros besoins en électricité pour les data centers notamment. Pourquoi une telle démarche ne s'appliquerait pas, sous une forme à définir, aux électro-intensifs? Les GAFA peuvent payer. Les GAFA peuvent payer leur électricité. Donc le niveau de compétitivité des GAFA n'a rien à voir. Regardez la bourse, le cours d'ArcelorMittal avec le cours des GAFA. Donc c'est un des sujets qu'il y a, c'est que dans la course, on n'a pas parlé de ça, mais il y a un enjeu peut-être de travailler la question de l'optimisation de l'usage de l'électricité. On est dans un système dans lequel, supposons qu'on fasse moins d'ENR parce que ça met un problème de fragilité des réseaux, qu'on peine un petit peu à faire nos centrales nucléaires, ça prend un peu de temps. Donc ça veut dire, est-ce qu'on va réussir à faire les 650 TWh à l'horizon 2050? On risque d'avoir un petit sujet. Donc on risque d'avoir une situation dans laquelle il va falloir faire des arbitrages sur qu'est-ce qu'on fait de l'hydrogène. Qu'est-ce qu'on fait de l'électricité, pardon. Donc, dans ce cas-là, faire un dispositif pour des électro-intensifs et de la décarbonation qui va concerner, pour les électro-intensifs, de l'ordre de 40 TWh, et pour l'hydrogène, j'ai parlé de 50 TWh, mais on est donc sur un niveau qui est donc max disons, de 90 TWh. Il est hors de question d'étendre ces conditions de CAPN à tout le monde. Et c'est là-dessus que le débat a porté lorsque EDF a effectivement émis l'idée qu'elle allait faire un AMI sur l'ensemble des consommateurs. Alors, définissez AMI rapidement. Un appel à manifestation d'intérêt pour l'ensemble des consommateurs. Merci.
Autre question, le marché d'ajustement et la vente de capacités d'effacement RTE, contrainte ou opportunité pour les électro-intensifs qui y contribuent, l'effacement et la surconsommation sont-ils selon vous un nouveau business face à l'explosion des productions dites intermittentes? Oui, je crois que l'effacement est un vrai sujet. Je crois que l'effacement est encore insuffisamment payé. Je pense que une des flexibilités qui existent, elle vient des consommateurs. Grosso modo, le consommateur doit arbitrer entre avoir, allez, je prends un exemple sur l'acier encore, un four électrique ou 2 fours électriques, ce qui lui permet de relâcher ou de focaliser la consommation quand ça aide le producteur. Donc je pense que ça, c'est bien à condition que ça rapporte. Et donc que les niveaux d'effacement soient revus. On doit arriver de plus en plus dans des philosophies d'optimisation du lien entre le producteur, le consommateur et le stockeur, et voir comment comment la création de valeur peut se passer pour permettre justement au système électrique de remplir ses missions. Autre question très précise, que pensez-vous des perspectives de production de fer et éventuellement d'acier avec des centrales photovoltaïques géantes et avec des électrolyseurs dont l'alimentation serait stabilisée par des batteries dans la zone MENA et plus particulièrement en Mauritanie? Oui, bien sûr que ça fait partie des rêves. Et comme toujours, les rêves doivent être réalisés. Donc il faut effectivement travailler là-dessus. Moi, je crois profondément que ce que je disais tout à l'heure, l'industriel, il doit réfléchir à la valeur. Est-ce que s'il a un contrat très attractif avec un ENR et qu'il est capable de surinvestir dans son processus industriel pour bénéficier d'électricité marginale qui ne servirait qu'à lui, et que donc il récupère cette flexibilité, eh bien ça, ce sont des choses qu'on peut réfléchir. Donc il y a des gens qui travaillent là-dessus. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour eux, mais pour le moment, les solutions ne sont pas mûres. Mais on a traité quasiment l'ensemble des questions. Merci beaucoup, Philippe Darmaillon. Moi, j'aurais une dernière ou avant-dernière ou quasiment dernière question à vous poser. Ça serait pour vous avez été à la tête d'ArcelorMittal France pendant 20 ans. Je voudrais avoir votre avis sur les différentes méthodes de dumping des produits chinois, notamment sur les marchés des commodités, qui entrent sur le marché européen. Avant de répondre à ça, il y a un point sur lequel il n'y a pas eu de question. C'est marché ou régulation. J'ai dit tout le mal que je pensais de la reine. Il faut savoir que le gouvernement avait pensé pendant assez longtemps à créer une régulation d'un autre type que la reine. Une régulation avec plus d'éléments de moyen terme, avec un CFD qui permettait de fixer un prix et puis d'avoir une chambre de compensation dans un sens et dans l'autre, pour pouvoir... donc tout le volume serait mis sur le marché. Et puis ensuite, donc EDF engrangerait un certain nombre de... Et puis, le delta entre le prix fixé par le gouvernement, le prix régulé, et puis le prix réel sur le marché, serait d'une certaine façon compensé dans un sens et dans l'autre. Donc, il faut savoir que ce type de raisonnement a existé. Personnellement, je n'y étais pas favorable. Mais il a existé et il n'est pas impossible que dans le débat qui va exister sur la PPE, ce sujet ressorte. Donc ça va être intéressant de voir. Personnellement, je reste cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que je crois que le système du marché, s'il y a profondeur de marché et s'il y a CAPN, c'est-à-dire pour certains des contrats à 10-15 ans, compétitifs, je pense que c'est le meilleur des systèmes, mais il va falloir convaincre. Après, sur votre question c'était sur les commodités qui rentraient, notamment l'acier chinois, etc., qui rentraient sur le marché européen et les différentes méthodes de dumping.
Ben, vous avez le dumping à l'US, à la façon US, dans lequel il y a effectivement le président qui fait avec sa grande signature un décret. Et puis vous avez la méthode européenne dans laquelle nous sommes obligés de prouver le dumping. Et prouver le dumping, donc il faut aller chercher des preuves, comme quoi il y a effectivement une aide du gouvernement chinois ou d'autorités provinciales en Chine qui permettent à la Chine de ne pas appliquer les règles du marché. On l'a réussi en 2005, je crois qu'ils sont en train de le réussir là actuellement. Bon. On constate quand même que malgré les promesses des Chinois, la surcapacité existe toujours. Et donc, il faut avancer, et c'est ce que sont en train de faire actuellement les aciéristes et l'Europe, qui essaie de voir quelle c'est la meilleure solution pour effectivement avoir une meilleure équité dans le commerce mondial. Le seul point pessimiste, c'est que si on doit rajouter à ça la question du carbone, on a encore beaucoup de travail. Une dernière question, Philippe Darmaillan, avant de conclure. Je voudrais revenir rapidement sur vos rapports et sur les différents modèles, notamment internationaux. Comment ça se passe dans les autres pays en termes sur les dispositifs et que vous avez pu étudier sur les différents dispositifs de compétitivité ou d'intégration verticale que vous avez pu étudier dans le cadre de ces missions? On a étudié le modèle d'intégration verticale sur le nucléaire par ce qu'a fait la Finlande et ce qu'a fait l'Angleterre, dans lequel ils ont effectivement rentré des consommateurs dans le tour de table des électriciens ou des projets. Donc ça, c'est des choses qui existent. On a regardé aussi les joint ventures que EDF a pu faire dans le temps avec d'autres électriciens, qui sont aussi un modèle qui peut appliquer. Mais toujours faisable aujourd'hui avec la politique de la concurrence actuelle européenne? Ah oui, au moins la Finlande et le UK, ça a été fait, ça a été approuvé par l'Europe, donc c'est des choses qui existent, oui. C'est des choses qui existent. Mais de programmes dans lequel on fait un PPA nucléaire, donc une intégration virtuelle, comme le CAPN, je crois que ça n'existe nulle part, non. Et une vraiment dernière question, cette fois-ci, Philippe Darmaillan. Je voudrais avoir votre avis sur, on parlait de dispositifs de dumping, on parlait des États-Unis, de la Chine. Comment font ces États continents, justement, pour garantir des conditions d'approvisionnement d'électricité compétitives à leurs électro-intensifs? Comment ça se passe quand vous étiez chez ArcelorMittal chez vos principaux concurrents? Mais ils ont de l'énergie compétitive. C'est tout. Et donc, les États-Unis ont bien sûr une politique sur le pétrole et qui fait qu'ils sont devenus le premier producteur mondial, voire exportateur. Et donc, ils ont une politique d'agressivité sur le prix sur l'énergie qui bénéficie à leur industrie. C'est pareil sur la Russie, c'est pareil sur la Norvège. Le schéma norvégien est extrêmement clair et favorise l'industrie. Donc, voilà. Enfin, on est dans des schémas dans lesquels la concurrence et la compétitivité de l'énergie dans chaque pays diffuse sur le milieu industriel était une des causes, surtout dans le contexte de la décarbonation, est une des causes majeures de la compétitivité de chaque pays. Bien, Philippe Darmaillan, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir, d'être venu partager avec nous vos éclairages dans le cadre de vos missions et de capitaine d'industrie. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.